voilà, ok. Je l'ai acheté à part, je l'avais su, je l'aurais pris ici. Mais je ne savais pas si Mais on ça aurait- change rien, ça change rien, c'est indépendant. l'été, Il n'y a pas de convention avec le centre, non, hein, d'accord. ça c'est l'éditeur, c'est Sirapian. Ah, Quand vous êtes avec toi. j'ai commandé chez lui. On se connaît aussi. Alors, donc, puisqu'on a aussi par rapport à documentaliste, l'idée est la suivante, c'est comment parler du génocide arménien, et même du génocide des Grecs tout court, parce que maintenant on a de tout, Oui. sans utiliser le mot génocide. Donc ça c'est le premier contrat par rapport au livre. On est toujours gêné en tant que survivant ou même sympathisant arménien de se dire si on parle du génocide ça va faire peur aux enfants. Ensuite, si on n'en parle pas, on se dit on est quand même dans un génocide de la mémoire. Donc on essaie de trouver une sorte de compromis. Ça c'est le premier point de vue pour le livre. Le deuxième, ça concerne directement la structure mentale des enfants. Il faut avoir une approche qui va vers eux plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous. Et ça, évidemment, c'est toujours gênant parce qu'on se dit, ils devraient, puisque les plus anciens représentent la culture. Mais simplement, ils ne savent pas qu'il y a eu ce génocide. Alors, c'est toujours pareil avec nous aussi, quand on est des personnes d'un certain âge et qu'on a des parents encore plus âgés, on ne se rend pas compte que ça serait bien, par exemple, de les avoir enregistrés. On ne se rend pas compte que ça aurait été bien de garder leurs archives, leurs titres de propriété d'Arménie, et encore pire, quand c'est dans une langue qu'on ne comprend plus, eh bien on ne se rend pas compte que si quelqu'un pouvait la lire et lire ces documents, on comprendrait. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, mais s'ils ont gardé ces documents, et s'ils ont fait tout ce sacrifice pour ne pas les perdre, c'est sans doute qu'ils avaient une valeur intrinsèque. Voilà. Donc en fait, il y a le problème du passage de la mémoire et d'aller vers les enfants. Ensuite, pour les enfants, c'est pareil. On a une sorte de contraposé qui va fonctionner sur le plan mental. Quand nous, en tant qu'adultes, on parle du génocide, souvent l'appareil de propagande turque nous dit que ce sont des histoires inventées. Alors l'idée est la suivante, c'est pourquoi ne pas commencer par une histoire inventée? Personne ne peut nous accuser que c'est un conte, c'est ça. Et finalement, découvrir qu'il y a des structures à l'intérieur du conte qui nous font réfléchir sur la réalité effective, tout en étant un conte. Alors, donc la structure ici, en tant que substrat, elle se base d'abord sur une idée relativement simple, on les a dans ces populations, c'est que les enfants, avec un saut de génération, ont le même prénom. D'accord ? Ce qui fait que, par exemple, dans le texte Lumineuse et le dragon, Lumineuse, en fait, existe aussi en grec, Photini, donc c'est un prénom courant. Hein, et de toute façon, on est aussi à Lyon avec le 8 décembre, on sait exactement ce que c'est la fête des Lumières. Donc cet aspect donc lumineux, c'est un prénom courant qui va être utilisé, par exemple, de petite fille à grand-mère et encore un cran. Donc, sans que les enfants le réalisent totalement, dans le texte, on a 3 personnes qui s'appellent lumineuses. Et en fait, c'est la grand-mère de la grand-mère. Donc, la structure est la suivante. La première, la plus petite, qui sera en fait la plus ancienne, à la fin, parce qu'en fait, elles évoluent au fur et à mesure. La première, c'est celle qui est persuadée qu'il s'agit d'un conte. La seconde réalise que en fait, c'est à partir de ce conte qu'elle a été influencée par sa grand-mère pour devenir en fait romancière. Et la troisième, c'est celle qui réalise qu'il fallait qu'elle devienne historienne à partir de la romancière. Donc on a l'étape conte, roman et évidemment histoire. En allant dans ce sens-là, on prend un peu à contre-pied la propagande, parce que quand nous on fait de l'histoire, on nous dit que c'est des romans. Si on fait des romans, on nous dit que c'est des contes. Donc là, on a pris le point de vue à l'envers en se disant que si on arrive à structurer un conte cohérent, qui reste un conte, c'est-à-dire que pour un enfant petit,
il va voir lumineuse et le dragon au premier degré. Donc en fait, on a utilisé aussi des techniques qu'on voit de façon plus évoluée, là on ne le voit pas tellement, mais en tout cas c'est ça le substrat de l'idée, des techniques de polysémie et de sémiotique. C'est-à-dire qu'en fait, un exemple peut-être concret, c'est si vous prenez le nom de la rose, donc Umberto Eco, puisqu'il est sémioticien, eh bien, vous savez toutes, on lui avait fait une sorte de défi. On lui dit, est-ce que tu peux faire un livre qui soit gros et qui soit un best-seller? Bien sûr. Voilà. Donc il n'en avait jamais écrit avant. Il avait écrit des ouvrages techniques. Donc il avait fait sa thèse sur saint Thomas d'Aquin et les principes de sémiotique. Et finalement, il va écrire le nom de la rose, mais à sa façon. Donc en fait, le niveau 0 du nom de la rose, c'est le film. Équivalent. Hein, Maintenant, si on regarde les dialogues entre le maître et le disciple, ce sont les dialogues de Sherlock Holmes avec Watson. Voilà. Donc en fait, c'est une influence de Conan Doyle. La façon de réfléchir qu'a le maître, c'est les techniques de Zadig dans Voltaire. Si on poursuit ce type de raisonnement, eh bien, on va se rendre compte que la structure de l'œuvre, en fait, est basée sur la sémiotique de Peirce. Donc c'est le domaine de prédilection d'Umberto Eco. Évidemment, ça, c'est pas visible. C'est beaucoup plus visible dans le pendule de Foucault. Donc, si on voit ces choses par strates, par exemple, un autre exemple, dans le film, vous avez une phase où le disciple fait l'amour avec une femme bohémienne, vous vous rappelez? Vous en rappelez pas? On est des femmes, alors ça nous a moins marqué que pour un homme. Mais... Ah, voilà. Mais vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, c'est en fait le texte, dans le texte de Umberto Eco, la description de cette phase érotique, c'est uniquement des extraits du Cantique des Cantiques. Donc évidemment, c'est complètement religieux, mais comme c'est mis dans un contexte différent, on n'arrive pas à se rendre compte que c'est un autre. Et c'était très drôle parce que quand on l'a accusé, après le film un peu, il a dit mais il n'y a pas une seule ligne de moi, c'est le Cantique des Cantiques. Alors là, ils étaient surpris tous. Vous imaginez si quelqu'un est accusé, il dit non mais ça c'est selon Saint Matthieu. Alors, bon, ça change. Alors, donc, ça c'est au niveau du substrat. Maintenant, comme on a aussi des Grecs et des Arméniens, l'idée est la suivante, c'est que par petites touches, on arrive à placer le contexte. Donc en fait, dans ce texte-là, on a le dragon qui représente l'esprit arménien, donc avec Vishap. Hein. On est sur l'intermédiaire au moment où Vishap va devenir Khashkar, sur le point de la théorie. Et de l'autre côté, on a donc Lumineuse, donc Photini, qui elle représente l'aspect de la grecque pontique. Donc en fait, c'est comme s'ils étaient dans la même région, mais sans s'en rendre compte, entre guillemets. Alors, l'idée est la suivante, on est après 1915 et on est avant 1919. Alors pourquoi avoir choisi cette date? C'est en gros pour dire que comme on est entre deux génocides, donc évidemment, tout le monde, vous le savez bien, le génocide est continu, hein, mais on a quand même des dates phares. Ça commence bien plus tôt avec 1894 et ça va continuer jusqu'à 1923. Mais là, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qui se passe quand on est concerné ou pas. C'est-à-dire que des fois, on a eu par exemple des massacres de villages, on les appelait massacres, après on a compris que c'était des génocides, et le village d'à côté n'était pas convaincu que c'était ça. Donc quand quelqu'un leur disait que c'était un point de vue géopolitique, qu'il y a la destruction de beaucoup de villages en même temps, eh bien ils avaient toujours l'impression que c'était personnel. L'autre point de vue, au niveau du texte, c'est de s'associer à des images. Alors pourquoi des images? Parce que c'est difficile de se représenter de façon visuelle cette époque. Donc si vous regardez le livre, en fait vous pourriez en prendre, vous l'avez comme ça, prenez-en un autre moi aussi. Voilà, et celui-ci, très bien. Voilà. Alors, donc à part la couverture, donc la couverture c'est un traitement pastel, donc différent, hein, comme le processus à l'intérieur. Alors le point de vue, on le voit d'ailleurs que même l'éditeur a voulu le respecter, le point de vue c'est de donner de l'importance au crayon de couleur. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue formel,
entre guillemets, les enfants pourraient faire ces dessins. Voilà. Donc après, on peut se dire, est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas de façon concrète, mais l'idée c'était de dire, ne pas utiliser par exemple une technique de peinture à l'huile où ils se diraient, bon, ça c'est quand même quelqu'un qui n'est pas de nous. Alors, à part évidemment le codex lumineuse et le dragon, alors peut-être une explication pour que ceux Oui, qui ça savent. serait bien, hein, mais non. Voilà. Eh bien, ce codex en fait c'est la même Regardez histoire. les initiés, hein. Voilà, c'est la même histoire. Alors on va faire le début, hein, comme ça, on va se rendre compte par exemple. Parce qu'il y a accroché magnétique dès le début. Ah, c'est vrai. On a vu ça, c'était... Alors par exemple, le symbole qui ressemble à un lambda majuscule, en fait c'est le et, c'est le connecteur logique. Donc en fait on a un phi et un delta, donc le phi est petit, donc c'est Fotini, c'est lumineuse, le delta c'est le dragon à la grecque, c'est un delta majuscule, et ça veut dire en fait, c'est le titre, ben, c'est Fotini, donc en fait Fotini Dracos, et là ça donnerait donc lumineuse et dragon. Le premier symbole qu'on voit, eh bien on voit que Fotini est avec le vide. On est là. Oui, je regarde, oui. Voilà, donc il y a l'ensemble vide, donc ça c'est cohérent. Ensuite, en fait, on se rend compte que il y a le dragon qui va se déplacer, voilà, et il va se déplacer avec des lettres. Donc le gamma représente les lettres. Juste en dessous, on va avoir le dragon qui va subir une attaque. Donc c'est les 3 flèches. On va ensuite avoir le dragon qui va s'échapper. Hein. C'est la touche Escape, hein, que vous avez sur votre ordinateur. Et je continue comme ça. Donc en fait, du point de vue formel, on pourrait lire ce même code. Évidemment, si on a lu le texte, c'est encore plus facile, mais si on ne sait pas, on pourrait le découvrir. Alors, c'est l'ensemble de l'histoire. D'accord? Bon, donc ça, c'est aussi pour montrer à des enfants qui voudraient en savoir plus. Si on regarde juste ça, et d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a un codex, eh bien, on se rend compte qu'en fait, le substrat est plus profond que simplement le crayon de couleur. Et donc, en fait, on comprend bien que ça a été travaillé de façon logique pour constituer quelque chose. Alors, première... C'est plus qu'une synthèse, en fait, ce codex. C'est un code. C'est un code, il y a tout est voilà, c'est ça, raconté. Voilà, tout est raconté. C'est-à-dire que si tu avais une hyperstructure ou une intelligence artificielle, elle te lirait le texte à partir de cette page. Ah ouais. Et après, elle ferait une décompression. Alors, maintenant, au niveau de lumineuse, donc sa première représentation que peut voir l'enfant, donc vous pourriez dire d'abord, donc c'est clair que c'est une femme, et vous voyez par exemple ses cheveux, comme ils sont placés. Alors ça paraît d'être dû au hasard, rien n'est dû au hasard évidemment dans un conte, que les contes ont des noms et des codes qui sont sous-entendus. N'oublions pas aussi la tradition française, hein, les contes de Perrault, et même d'autres traditions comme les contes d'Andersen, les contes de Grimm. C'est des contes qui sont beaucoup plus durs que ce qu'on pense. Et en réalité, on les a beaucoup édulcorés par la suite pour les faire passer aux enfants. Si vraiment on lisait le texte original, on se dirait, mon Dieu, un film d'horreur. Bon, voilà. Donc là, l'idée, en fait, il n'y a pas de représentation ici. Je pense que vous allez tout de suite le comprendre. Pas pictatique. Donc en fait, c'est le fait qu'on voit dans cette représentation que habituellement, dans la tradition arménienne, vous vous rappelez donc du grand-père et de la grand-mère, la grand-mère en fait est couverte. Mais là, elle n'est pas couverte par un châle, un voile, etc. C'est sa propre chevelure. Et l'intérêt aussi, c'est de montrer qu'elle est silencieuse. Ah oui. Donc en fait, ce qui parle, c'est ses cheveux. C'est pour ça qu'elle s'appelle lumineuse dans le code. Mais l'idée, c'est que le dragon a la capacité d'entendre le silence. Très beau, ça j'adore. Donc en fait, elle peut voir, mais elle ne parle pas. Elle peut sentir, mais pas diffuser. Et en fait, elle est en position d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien dans le début du texte. Donc comme c'est un conte, ça commence par il était une fois, c'est normal. Mais vous voyez en fait le codage qui apparaît tout de suite pour que les enfants se repèrent, évidemment, c'est qu'en fait, on a qu'elle était si petite que personne ne lui prêtait attention.
Donc il y a beaucoup d'enfants qui vont se projeter, bien sûr. Et ensuite, on l'appelait lumineuse car dans l'obscurité la plus noire, ses cheveux étincelaient. Alors, donc ça, c'est le premier code, entre guillemets caché. De toute façon, là, on peut tous dire. Eh bien, quand il fait jour, vous ne voyez pas les étoiles. Il y a certaines choses qu'on voit mieux dans le noir. Eh bien, c'est à peu près pareil pour l'histoire des peuples qui ont subi un génocide. Des fois, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus importants parce qu'ils ont été génocidés. Et qu'avant, alors juste avant le génocide, imaginons qu'on soit, je ne sais pas moi, en 1890, ils avaient l'impression que c'était simplement une minorité quelconque dans une sorte de structure qui les dépassait. La première chose qui différencie lumineuse, disons, d'un enfant normal, entre guillemets, normal, je m'entends par un enfant à qui on a appris à faire sa prière le soir, c'est qu'elle fait la prière pour les autres. Voilà. Donc tout le monde, et vous aussi, vous avez fait dans votre enfance votre prière, mais en gros c'est aide-moi à me porter bien. C'est très rare de dire fais tout ce que tu peux pour que les autres aillent bien. Donc, elle fait ça discrètement. Alors ça, c'est d'une façon un peu codée. Pour des parents, ça sera plus clair. C'est ce qu'on appelle les crypto-chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas faire sa prière devant tout le monde. Ça sera discret. Et en fait, c'est une sorte d'allusion au fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient leur signe de croix, qui faisaient la croix sur le pain, etc. Parce qu'ils avaient peur d'être vus et ils ne le faisaient pas ça de façon ouverte. Ici, on dit simplement que c'est une discrétion due à la petitesse de lumineuse. Alors, donc ça c'est le premier paragraphe à la façon cartésienne. Je ne vais pas vous analyser tout le conte comme ça, mais c'est pas qu'on ne pourrait pas le faire, mais c'est pour vous montrer en fait la structure. Une structure et une sous-structure et une hyperstructure. Donc voilà. Le dragon passait dans son village. Alors, la première chose qui est importante de comprendre, je le vois bien aussi bien en France qu'en Grèce, c'est que le motif du dragon, qui est positif avec le symbole du Vishab, c'est un symbole qui n'est pas très positif dans le monde chrétien. D'accord ? Parce qu'il a été, on voit bien Saint-Georges, etc. Alors, il faut bien le recontextualiser. Ça, c'était un peu pour dire aussi pour les enfants. Alors maintenant, les enfants, évidemment, comme ils ont connu Elliot le dragon, ils n'ont plus les mêmes problèmes que pour les autres. C'était simplement pour dire que peut-être que le symbolisme d'un peuple, qui n'est pas compris par un autre, peut être positif si on le recontextualise. Voilà. Donc en fait, quand il dit par exemple, il avait entendu de nombreuses prières à l'année de la catastrophe, évidemment c'est une référence à 1915 pour les spécialistes, mais on voit bien, parce que c'est aussi des critiques qu'a subi même Dieu à cette époque, du genre pourquoi tu as laissé faire ça? Et là en fait c'est l'équivalent d'un juste qui n'arrive pas à sauver toutes les personnes, parce qu'évidemment le génocide est totalement organisé, et c'est pas simplement un acte à l'encontre d'un village, c'est une action géopolitique. Alors, le fait qu'on parle de 1000 ans, pour ces 1000 ans, c'est pour dire en fait la profondeur du temps. Donc on a d'un côté lumineuse qui est très petite, donc on peut imaginer même pas 10 ans, et de l'autre côté on a un dragon de 1000 ans. Et cette rencontre-là, ça va être en fait en gros comme la rencontre entre l'éphémère et l'éternel, ce qu'on peut voir par exemple avec des fleurs et des roches. Quand nous on voit par exemple des fleurs sur un rocher, on n'imagine pas que le rocher a été le substrat de la fleur, alors qu'en fait, eh bien, on a l'éphémère qui a fleuri sur l'éternel, qui attendra de nouveau sa réapparition. Alors, quand je passe à la page suivante, pour que je fais des petits sauts quand même, donc
Vous voyez, c'était facile car il illuminait l'obscurité, donc ça c'est le code, donc il est capable de voir et de ressentir quelque chose de différent. Et puis, elle, en fait, elle ne voit pas. Alors pourquoi? Parce que la couleur du dragon est invisible. Alors c'est quoi le code, hein? C'est de dire quelle est la couleur du caméléon sans contexte. Bien, c'est sa véritable couleur, mais on se dit, ben, il change sans arrêt de couleur en fonction du contexte. Eh bien, sa couleur est invisible. Et c'est un peu comme la lumière, en fait. On croit qu'il n'y a pas de couleur, et puis quand on met un prisme, à la façon de Newton, on se rend compte d'un seul coup qu'on a un spectre, et donc ça explique aussi l'arc-en-ciel. Là, l'idée, c'est de dire que la couleur n'est visible que par l'intelligence, donc on ne voit que ce qu'on comprend. C'est ça. Voilà. C'est pas transparent, c'est invisible. Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant comme approche, la différence entre la transparence et l'invisibilité. La transparence, c'est aussi qu'il y a un manque de profondeur. Alors que par exemple, bon, je parle pour la bibliothèque, quand vous regardez un livre, ces connaissances sont invisibles. Mais elles ne sont pas transparentes, parce qu'il suffit de l'ouvrir et on se rend compte que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non. Donc, imaginons une encyclopédie, pour que ce soit encore plus clair. Si on regarde que la couverture, une encyclopédie ressemble à tout autre livre. Maintenant, si on l'ouvre, on se rend bien compte que ce n'est pas un livre normal. Non. Alors, là, on a... tu peux le faire de là, oui. On peut le faire de là. Oui. Voilà, donc on va faire... Donc on a introduit les petits dialogues. Alors c'est aussi, pour que ça soit plus vivant, hein, c'est normal, c'est des dialogues qui sont décalés. Donc les enfants lisent quelque chose, les parents comprennent autre chose, les parents expliquent autre chose que ce qu'ils ont compris par rapport aux enfants qu'ils ont lus. Mais l'idée c'est que ça soit des phrases relativement courtes, mais pas des thèses. Hein. Alors, donc tu vas faire lumineuse, hein, que ce soit clair. Qui est là? Celui qui a entendu ta prière. Vous êtes un saint? Dans ma patrie, les saints sont venus ensuite. Pourquoi je ne vous vois pas? Car il n'y a pas de raison. À quoi vous ressemblez? À quoi veux-tu que je ressemble? À un dragon. Un dragon? C'est pour faire peur aux gens qui veulent faire du mal aux hommes. Tu ne veux pas que je ressemble à un homme? Non. Mais pourquoi? Comment vas-tu nous protéger sinon? Tu as raison. Tu seras mon monstre. Comme on dit mon homme. Exactement. Très bien, lumineuse. Comment savez-vous mon nom? Je ne le sais pas. Je le vois. Vous êtes bizarre. C'est gênant? Non, c'est mieux ainsi. Comme ça, personne d'autre ne vous voudra. Je serai ici pour toi. Pourquoi tu transportes ces lettres de fer? Voilà. Alors, je reviens en arrière avant qu'on passe aux lettres de fer. Enfin, les lettres de fer, vous savez bien que c'est les capitales arméniennes. Donc, on a fêté récemment les 1600 ans. Je reviens au niveau du dialogue pour un peu comprendre que la thématique que je vous ai indiquée par rapport à Umberto Eco, là, en fait, on pourrait retrouver des thématiques qu'on voit, par exemple, entre le dialogue entre le Petit Prince et l'aviateur, où on sent que c'est, au départ, on se dit que c'est au premier niveau, et puis après l'aviateur, comme il réfléchit à ce qui a été dit, on se dit que ce que dit le Petit Prince est moins au premier niveau que ce que dit l'aviateur. C'est-à-dire que quand il dit je suis emmerdé avec mes boulons, il est vraiment à ce niveau-là, il n'y a rien d'autre. Par contre, quand le Petit Prince il dit c'est quand même ennuyeux que les roses fassent des épines et qu'elles continuent à être bouffées par les moutons, on a l'impression que ce n'est pas très important. Et finalement, il se rend compte de l'importance. Alors, premièrement, c'est assez intéressant parce que, comme il dit, celui qui a entendu ta prière, la petite en déduit que c'est au minimum un saint protecteur. Et quand il dit « Dans ma patrie, les saints sont venus ensuite », le sous-entendu ici, c'est que les Vichaks se sont transformés par la suite en saints. Donc, on connaît bien la tradition, on a cet empilement de pierres qui permet d'aider les gens pour se repérer. On a la même chose, en fait, dans la population inuit. Les Inukshuk, en fait, c'est des personnages de pierre qui représentent des hommes. Et en fait, c'est que quand il y a la glace et la neige, plus rien ne se repère sur rien. Donc, en voyant ces monticules de pierre,
qui se rappelle que là, c'est le passage, là, il ne faut pas passer, ici, c'est important de le faire. Donc ça, c'est l'idée. Le fait qu'elle ne voit pas, on l'a expliqué, et c'est assez intéressant, puisque en fait, c'est Lumineuse qui va choisir que le dragon soit un dragon. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien, qui choisit qu'un juste est injuste? Eh bien, c'est l'innocent. Par exemple, si on parle de Wilson pour nos affaires, et puis là on a des références. Si on parle de Morgenthau, eh bien, on pourrait dire, par exemple, c'est simplement des étrangers, etc. Mais le fait qu'ils aient eu cette action, les innocents, ceux qui ont survécu en tout cas, eh bien, vont les appeler justes, mais ce juste, il ne s'appellerait pas eux-mêmes justes. Donc là, en gros, elle lui dit, il faudrait quand même que tu sois un dragon, pour que tu fasses peur aux gens qui veulent nous du mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici dans ce contexte-là? Pour réussir à faire des choses pour l'Arménie, c'est quand même bien d'être le président des États-Unis avec un prix Nobel de la paix, plutôt que d'être un Arménien du village d'à côté. Voilà. Non, parce que sur le plan diplomatique, par exemple, on a du mal à imaginer que les grandes puissances de l'époque demandent à quelqu'un d'autre, inconnu, de faire la ligne de démarcation entre l'Arménie et la Turquie. Donc c'est un peu pour voir le contexte. Alors, vous voyez le dessin associé, quand même. Alors le dessin associé, c'est pas par hasard, on a déjà l'apparition de certaines lettres, comme vous voyez, arméniennes, qui sont entre guillemets un peu codées pour le cacher, mais on voit bien les trois lettres. Et on voit bien que donc le grand delta représente le dragon, et en fait c'est un peu l'intrusion de Fotini à l'intérieur qui essaie de comprendre ce monde, et c'est pour ça qu'elle va lui demander pourquoi tu transportes les lettres. Alors la première chose que pourrait poser comme question à un enfant, c'est pourquoi elle ne voit pas le dragon et pourquoi elle voit les lettres. Voilà. Eh bien c'est pareil que pour le codage d'un roman. Tout le monde voit les lettres des mots du roman, mais qui voit la pensée de l'auteur? Donc elle voit les lettres. Voilà. Donc, alors l'idée ici, comme c'est, on va faire un jeu de mots avec les lettres de fer, il faudra les imaginer lourdes, pesantes, difficiles à manipuler, et finalement c'est pour dire de façon de nouveau codée que c'est difficile de manipuler le langage pour exprimer une pensée libre. Parce que si on disait à des gens, dites-moi ce que vous pensez, mais juste ce que vous pensez vous et pas ce que vous avez lu. Vous savez qu'il y a des gens qui sont, moi j'appelle ça des pseudo-érudits, qui n'arrêtent pas de citer des auteurs. Bon. Ils citent des fois la Bible aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est de leur dire, juste après cette citation, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Ils savent que la citation. Donc si on sait que la citation, c'est totalement différent, par exemple, d'avoir lu un livre et de se rappeler de certains passages sur le plan mental, que d'avoir lu simplement des citations sans avoir lu le livre. Donc il y en a qui, connaissant les citations, sont persuadés qu'ils ont lu le livre, en fin de compte, en tout cas, ils veulent nous convaincre. Alors c'est pareil, en fait, vous voyez la différence de couleur, donc ça c'était très agréable puisque ça a été suivi par l'éditeur, donc Jean Sirapian et aussi évidemment le responsable. C'était pour montrer qu'en fait, c'est évidemment des coloris qui sont assez proches aussi des textures arméniennes, on va dire ça comme ça, pour être moins clair. L'idée c'est de dire, il y a le dialogue, ça c'est clair, c'est entre deux personnes, et puis ensuite il y a la partie d'introspection, où on se demande finalement qui est le narrateur. Par exemple, dans Le Petit Prince, le narrateur c'est la même personne. Donc en fait, ça serait l'équivalent du dragon. Là, en fait, on prend un narrateur extérieur pour être plus clair et pour ne pas avoir de confusion. Donc on pourrait imaginer, par exemple, quelqu'un qui fasse partie des grandes puissances de manière positive. Donc ça pourrait être, par exemple, comme j'ai dit, pour Wilson ou Morgenthau, qui pourrait écrire ça en décrivant cette situation, en imaginant qu'il la voit. Alors, l'idée du retour, c'est-à-dire qu'en fait, des fois,
on se dit c'est bien d'aider, ça nous fait plaisir, et on ne se rend pas compte que d'aider, finalement, ça provoque un retour. Donc c'est ce qu'on va appeler la joie d'être aidé et la méta-joie d'avoir aidé. Donc la méta-joie, ce sera la joie de la joie. Alors que ce soit un peu plus concret, imaginez que vous ayez fait un cadeau à un enfant très petit et il s'amuse avec l'emballage. Bon. Évidemment, vous, ça ne peut pas vous rendre joyeux s'il s'amuse qu'avec l'emballage. Mais si vous le voyez s'amuser tellement avec l'emballage, être tellement joyeux, vous finissez par être méta-joyeux. Donc méta-joyeuse. Et donc je pense qu'avec votre sourire, vous l'avez compris, c'est ça. Alors, là, le codage, alors là, vous remarquez que d'un seul coup, la chevelure s'est déplacée. Alors là, il y a un petit code secret, évidemment, c'est que ce n'est pas forcément la même. Ah, D'accord. Mais d'accord. bon, Évolué. alors, D'accord. si, je ne sais pas si vous pouvez le voir, enfin, je pense Les yeux que... sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça. C'est que si je vous disais par exemple quel est l'âge de la première et quel est l'âge de la seconde, je pense que vous serez d'accord, surtout les femmes, que la première semble plus âgée que la seconde. Et en fait, c'est que la première qui est plus âgée, c'est déjà qu'il ne faut pas parler l'autre, la seconde, en fait, elle ne sait pas. Donc elle va demander. Voilà. Et donc là, on a comment on peut demander juste avec le changement de chevelure. Alors c'est bien parce que Marie, elle déplace la chevelure en fonction de ce que je dis. Elle la met à droite, à gauche. Voilà. Donc, là, je pense qu'elle veut dire quelque chose. Alors, les lettres de fer, alors, donc c'est placé avec des chapitres très clairs, relativement sommaires, et en même temps c'est pareil. Essayez de vous rappeler que c'est une sorte de chemin initiatique. Donc on pourrait le voir aussi, par exemple, comme dans la flûte enchantée, on pourrait le voir au premier niveau, on se dit, ah, c'est que de la musique. Mais ensuite, quand on connaît l'historique de Mozart, on sait que c'est pas exactement ça. Alors, donc là, c'est pas pareil, c'est différent. Donc là, quand on tourne la page, c'est la première fois qu'on voit le dragon. Attention à ne pas commettre l'erreur, il ne faut pas l'appeler tatoué. Donc c'est un porteur de lettres et ce n'est pas un dragon tatoué. Ah ben non, oui bien sûr. Oui, c'est pour le dire, d'accord? Parce que comme on est à une époque, vous imaginez, c'est la fin de ça, et votre enfant demande d'être tatoué de lettres arabes partout pour faire comme dragon. Voilà. Alors, donc là, on va avoir un jeu qui va se faire entre le problème de la présence et de l'absence. Finalement, quand c'est que quelqu'un est absent, eh bien, c'est quand sa présence nous manque. Alors, c'est assez surprenant d'imaginer que ça peut être fait durant sa présence. Normalement, les femmes, vous êtes plus sensibles à ça. Imaginez qu'en fait, vous soyez présent, mais quand vous pensez à autre chose et l'autre pense à autre chose, vous ne parlez pas de la même chose et vous vous dites, mais il y a une absence. Donc là, l'idée est la suivante, c'est elle va trouver les lettres de fer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver le code de communication. Alors, le dragon lui avait laissé les lettres de fer, donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, il lui avait laissé le langage. Parce que c'est pareil, hein, on apprend aux enfants d'abord à parler, et puis après on pense qu'ils se structurent. En réalité, si on regarde Chomsky, ils se structurent en premier, et ensuite ils absorbent un nouveau langage. Et là, quand en fait elles tentaient de les soulever, elles étaient trop lourdes. Donc en fait, c'est un échec, on pourrait se dire, mais pas l'échec et mat. Et à partir du moment où elle n'y arrive pas, elle se demande où est le dragon. Donc c'est vraiment une caractéristique aussi des enfants surdoués, c'est qu'ils ne vont faire appel à leurs parents que s'ils n'arrivent pas à résoudre le problème. S'ils arrivent à le résoudre, ben, ils ne demanderont rien du tout, ils le résoudront. Alors, elle se souvient de lui, donc ça c'est très important au niveau
des codes secrets. Il y a une différence entre mémoire et souvenir. Par exemple, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui ont des souvenirs et qui ont peu de mémoire. Et les gens qui sont je parle par rapport au génocide, hein, et les gens qui sont pas arméniens, eh bien, ils ne peuvent pas avoir de souvenirs, mais ils peuvent avoir une mémoire. Et cette mémoire, au départ, elle est artificielle, parce qu'en fait, elle est conçue par la lecture. Alors, ce qui est intéressant à notre époque, puisqu'en fait, on a dépassé le centenaire, c'est qu'il n'y a plus personne qui soit vivant de cette époque. Donc, en fait, même les plus grands combattants arméniens sont des gens à qui on a appris qu'il y a eu ça. Donc, en fait, c'est des gens de la mémoire, c'est plus des gens du souvenir. Alors, quand on a du souvenir, c'est qu'en fait, on commence à faire de la mémoire oubliée. La mémoire, quand elle se décale vers l'oubli, elle devient souvenir. Et après, on finit par dire « je me souviens plus très bien ». C'est assez intéressant parce que pour dire « je me souviens plus très bien de sa mémoire », on ne dit pas « j'ai démémorisé ». On dit « je me souviens plus ». C'est-à-dire qu'on remet le souvenir en disant, par exemple, comme ces cartes postales d'avant, vous vous rappelez, avec les souvenirs, on écrivait carrément sur la carte postale et pas de l'autre côté. Souvenir d'Orient. Bon. Eh bien, c'était pour oublier. Les gens n'osaient pas dire oubli d'Orient. Enfin, on a quand même des gâteaux qui s'appellent des oublis. C'est des gâteaux qui nous permettent de nous oublier. Alors, si vous voulez, on peut vous refaire le dialogue. À toi de jouer, Anne-Marie. Dragon, Oui, lumineuse, où étais-tu? à côté de toi, Mais je ne te sentais pas. parce que tu n'avais pas besoin de moi. Quand nous n'avons pas besoin des autres, nous ne les sentons pas. C'est ce qu'ils disent. Qui? Les autres? Non les autres. Et les lettres? Que disent-elles? Le secret. Quel secret? Ah, vous avez envie de tourner la page. Pour Il voir n'y a le pas de secret. dialogue ensuite. Alors, donc Oui, le secret. c'est pareil, voilà. Malin, toi, hein. L'éditeur aussi est malin. D'accord? Et surtout, la façon de gérer le texte, parce qu'évidemment, l'idée, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous êtes sans doute trop jeune, mais avant, il y avait des petits bouquins où il y avait des... c'était une sorte de disque. Et il y avait une clochette qui indiquait qu'on tournait la page. Bien sûr. Ah bon. C'était T'as merveilleux. vu ça? Ah oui, même en cassette audio. Oui, bien sûr. Tourner la page. Voyage. Ne dites pas ça, c'est des indications d'âge, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Ah oui. Oui, oui, oui. Je suis jeune alors. Alors là, la différence en fait qui est mise en place, c'est qu'on peut être à côté sans être ensemble. Et il faut qu'elle découvre petit à petit que l'important c'est d'être ensemble et pas d'être à côté. Il y a des gens qui étaient à côté des Arméniens au moment du génocide et ils n'étaient pas avec eux. Et il y a des gens qui n'étaient pas à côté et qui étaient avec eux. Donc cette différence, c'est ça aussi, c'est qu'on va se dire à quel moment on se rend compte qu'on a besoin de l'autre. Eh bien, au moment où on a besoin de l'autre, on a la présence de l'absence. Voilà. Alors qu'en fait, quand on est à côté, eh bien, on a l'inversion, l'absence de la présence. Donc, un codage et un autre. Alors, on retourne, donc, vous voyez, une troisième version, donc c'est, vous voyez, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi l'auteur insiste pour faire des visages différents? C'est qu'en fait, Lumineuse évolue. Vous voyez? Donc, si vous regardez la troisième façon de faire, c'est encore différent. Alors, quand on dit, il prit les lettres et commençait à écrire, quand on voit ces expressions, par exemple, qui peuvent paraître poétiques, mais elles peuvent être encensées, regardez les mouvements invisibles. Bon. Alors là, si vous demandez à un enfant comment on regarde les mouvements invisibles, eh bien, il y a une réponse, Oui. c'est par leurs traces. Vous voyez? Donc, le mouvement peut être invisible, c'est plus facile pour des joueurs d'échecs, mais comme en Arménie, on a une grande tradition au jeu d'échecs, les mouvements du point de vue stratégique sont invisibles, les mouvements de la pièce sont visibles, on les voit bien sur un échiquier. Bon. Alors là, elle essaie donc de comprendre l'œuvre du silence. Donc qu'est-ce qui fait
en fait, ce sont des impressions. Donc on a un jeu de mots français, il va imprimer sur le mur ce qu'elle pourra lire comme trace, parce que ça ne va pas être écrit. Donc c'est la première fois qu'on comprend en fait que ces lettres de fer sont littéralement des sceaux. Ils sont littéralement des... Ah oui, des sceaux. Pas les autres. Non, non. J'ai pas fait Pas comme des ça. sceaux. Ni des sceaux. Ni les à autres. côté. Voilà, c'est des sceaux, d'accord. Donc ils vont créer une empreinte, et donc en fait, justement, quand elle va dire Et comment vais-je la lire? avec les doigts, Avec les doigts. Mais comment est-ce possible? l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc là, on a une allusion directe, voilà. Tout à l'heure, c'était simplement une allusion, donc là, c'est un extrait. Et c'est de dire aussi, imaginez que ce conte soit pour des enfants aveugles. Donc on passerait par le braille. Donc on aurait bien une lecture via les doigts. L'idée, en fait, c'est que les enfants, au début du conte, sont forcément aveugles par rapport au génocide. Parce que comment voir quelque chose qui a eu lieu avant? Donc comment revenir en arrière? Eh bien, on pourrait se dire, il suffit que, par exemple, ton père, ta mère, ton grand-père, etc. Mais quand on voit comment se passe l'histoire du génocide, on se rend compte que les victimes ne parlaient pas aux enfants, que le premier démarrage se situe autour des petits-enfants, et en gros, c'est les arrière-petits-enfants qui vont devenir les premiers combattants de cette histoire. Alors donc là, justement, c'est pour faire ce passage. Alors, quand Lumineuse mit ses mains sur le mur, ainsi elle sentait les caresses du dragon, ses yeux s'emblirent de joie. Alors, les caresses du dragon, ce n'est pas le dragon. Ce sont les empreintes des lettres. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais est-ce que ça, ce sceau, c'est quelque chose de violent, etc. Bien, il faut imaginer aussi, comme on a les sceaux avec la cire, hein, on a un poinçon. En fait, c'est un acte qui est très doux, parce que si vous le faites de façon violente, tout s'éclate, et ensuite ça reste. Donc là, c'est la première fois qu'on a un changement dans ce dialogue. C'est qu'en fait, elle va demander maintenant d'écrire. Avant, c'était une lectrice, après, c'est une commande. Alors, si vous voulez voir une allusion un peu plus sophistiquée, eh bien, la femme de Karatéodory, un grand mathématicien grec, lisait Les Misérables en feuilleton. À l'époque, c'était en feuilleton. Voilà. Et en fait, elle avait écrit à Victor Hugo. On a la lettre. Et il lui avait dit je voudrais quand même que vous donniez une bonne fin à Jean Valjean. D'accord? Parce qu'elle commençait à avoir de la peine. Alors c'est assez intéressant parce qu'au départ, on est lecteur, on lit. Donc ça s'appelle Ephrosini, c'est quelqu'un de très cultivé, hein. C'est pas un enfant, c'est un adulte. Et il écrit à Victor Hugo, et ce qui est encore plus formidable, c'est que Victor Hugo lui répond. Oh, c'est magnifique. Alors, en gros, il lui répond, oui, parce qu'imagine, c'est quand même Victor Hugo qui répond. Et il répond, je ferai mon possible, mais c'est la société qui choisira. Ah bah oui, évidemment. Et évidemment, les deux sont vrais. Ah oui. Comme on voit bien, d'ailleurs, Jean Valjean nous fait plaisir, même quand on le relit, Oui. alors qu'il passe par des... Là c'est à peu près la même idée, c'est que on arrivait à quelle étape? Eh bien, on est arrivé à l'étape, laissez-moi un bouton. Au départ, on a un dialogue sur des choses qui sont existantes, et ensuite on a une commande. Donc c'est la première commande du disciple au maître. C'est ça l'idée. Hein. C'est que maintenant je veux, écris-moi. Alors, donc allons-y. Tu m'en écriras d'autres? Dès que tu auras fini. Je ne veux pas que ça se finisse. Alors j'écrirai au moment où tu liras, ainsi ça ne se finira jamais. Oui, c'est ainsi que tu feras. Je ferai ainsi. Alors là, vous vous rappelez, le pays où l'on n'arrive jamais, c'est que si on imagine par exemple qu'on a un créateur, un auteur, qui écrit sans arrêt, et pendant qu'on lit, en fait, l'œuvre continue. Et donc on se dit, mais moi j'arriverai jamais au bout. C'est ça qu'on pourrait se dire. Et là, en fait, c'est à l'envers. Elle veut ne jamais arriver au bout. Et l'idée est la suivante, du point de vue du génocide, c'est quand est-ce qu'on terminera l'écriture de livres sur le génocide?
exemple, comme vous êtes adulte, imaginons par exemple que tout le monde reconnaisse que c'est le génocide. Imaginons que ce soit reconnu par la Turquie, officiellement. Hein. Je sais bien que là, on est au-delà du compte hein, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on s'en dirait? Voilà. Et en fait, on pourrait se dire, voilà, tout a été fait. Très bon deal. Voilà, ici, par exemple, Centre national de la mémoire arménienne. La question qu'on pourrait se poser, on parlera de quoi? Bah, de la culture et la mémoire. Voilà, c'est ça. Oui, Justement, oui, c'est il y pour aura ça que toujours, c'est bien. il y aura toujours des choses. Et c'est pour ça que j'étais très Bravo. content aussi de la mémoire. C'est pas Centre national, par exemple, du génocide des Arméniens. Tout à fait. Voilà, bon. Et là, Oui, l'idée bien sûr. de dire, c'est que même après la reconnaissance, Oui. il faut qu'il y ait l'écriture, Mais oui. parce que ça appartient à l'histoire. Donc finalement, là, il parle plus seulement à ce qu'on pourrait appeler la romancière, il commence en fait à ouvrir la voie de l'historienne. Ce sera une écriture apaisée, non? Oui, apaisée bien sûr, Hein? peut-être même plus riche, parce qu'on va pouvoir dépasser Oui. les difficultés de l'époque. Hein. Bien sûr. Mais si on est dans un cadre de reconnaissance totale, bien sûr, eh bien là, c'est vraiment une écriture de l'humanité sans barbarie. Voilà. Voilà, c'est ça l'idée hein, Oui. qu'on voit. Donc, bon là je ne dis pas ça, mais en tout cas, au fur et à mesure, donc ça peut être bien aussi pour Marie, puisque si on découvre une langue, et la première, c'est important d'imaginer une langue qui n'a pas les mêmes caractères que celle qu'on connaît. Quand Il y a j'ai des appris la- différences, il y a un changement de phase. Donc si on est, par exemple, si on parle de français, on passe à l'arménien, c'est pas pareil que de passer du français à l'italien. Mhm. Voilà. Donc la première chose, c'est l'écriture étrange. Bon. Ensuite, mais l'écriture a un sens. Ensuite, mais on peut même écrire des mots. Il y a même des gens qui parlent avec cette écriture. Donc là, c'est vraiment, c'est pareil pour nous, par exemple, le chinois qui est encore plus éloigné, puisqu'on n'a plus de lettres, mais on a vraiment que les idéogrammes. Là, ici, elle se rend compte en fait que cette écriture va pouvoir coder de la mémoire dans l'oubli. Est-ce que nous, en fait, on est des gens de la mémoire ou on est des gens de l'oubli? Et on pourrait dire, mais non, on est des gens de la mémoire, certainement. Alors, si on était des gens de la mémoire, pourquoi les écrivains écrivent? C'est parce qu'en fait, on est des gens de la mémoire, mais qui ne cessent d'oublier. Et les écrivains, ils ne cessent d'écrire pour créer de la mémoire. Donc on a un phénomène de compensation, c'est-à-dire que quand au bout d'un moment on commence à oublier certaines choses, eh bien on lit un livre, on se dit « Ah oui c'est ça, je me rappelle maintenant, je le savais, mais je ne le savais pas de la même façon. » Voilà. Parce qu'il faut des traces. Regarde en Afrique où ils n'ont pas justement de traces écrites, Voilà. ça évolue. Les souvenirs évoluent en fonction Alors de ce voilà, ce je qu'ils vais ont prendre raconté. un exemple un peu plus extrême, dans le sens de la distance. Australie, aborigène. Il n'y a pas de tradition écrite, mais une fois par an, les grands sages aborigènes se retrouvent dans une grotte et ils peignent sur les murs de la grotte avec leurs cheveux. D'accord. Ils peignent en fait l'histoire des événements importants de l'année. Alors vous allez me dire, c'est pas quand même une forme d'écriture. Alors ce qui est assez intéressant, On va dire ça. c'est que on a des traces de la venue des Européens Ah oui. en Australie qui sont dans cette grotte. Donc c'est quand même il y a 2 siècles. Ça fonctionne. En effet. Ça fonctionne. Ouais. Voilà. Donc évidemment, il faut avoir quelqu'un qui soit un sage et qui nous explique que ça veut dire ça. Bien sûr. Mais le visuel, quand même, pour le blanc, est quand même assez clair. C'est pour dire que c'est peut-être pas forcément une écriture claire.